En prélude à la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées qui, vous le savez donc, se tient tous les 3 décembre, la télé d'ici s'intéresse ce soir à la situation des personnes en situation de handicap. Pour ce qui est du cas de la Côte d'Ivoire, quelle est justement leur situation? Comment s'insèrent-ils dans la société? Est-ce qu'ils arrivent facilement à le faire ou sont-ce plus ou moins des personnes qui sont un peu mises à l'écart du fonctionnement normal de l'État de Côte d'Ivoire? On en parle dans le détail ce soir avec 4 invités. Daniela Dayi Bipo, elle est la directrice de Libellule, qui est justement une agence spécialisée dans le recrutement et l'insertion des personnes en situation de handicap. Agnès Crédy, écrivaine, journaliste. Georgette Neliaka, blogueuse. Et Raphaël Dogo, président de la Fédération des associations pour la promotion sociale des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. FACI, donc ces 3 invités nous font la gentillesse de répondre ce soir à notre sollicitation. On va parler donc avec elle de ce dont on a parlé à l'instant, la situation des personnes en situation de handicap. Ça fait beaucoup de situations, mais bon, ça arrive. On va y arriver. Pour ce qui est du volet artistique sur la scène de la télé d'ici qui, vous le savez, se veut révélateur de talent, dresse ce soir les projecteurs sur un jeune talent. C'est un saxophoniste, professeur de musique qui nous visite et nous offrira d'ailleurs 2 prestations. C'est Sax Brahms. À retrouver la mi-temps de l'INSEE dans la télé d'ici ce soir. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici pour parler ce soir de la situation des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. On va aussi parler longuement de cet ouvrage signé de Agnès Crédy, écrivaine, journaliste, Les Affranchis du sort. Et d'ailleurs, on a piqué la thématique de ce jour à l'ouvrage d'Agnès Crédy. On espère qu'elle ne nous en voudra pas du tout. Daniela Dayi Bipo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directrice de Libellule. Et je le disais tantôt, c'est une agence qui est spécialisée dans le recrutement et l'insertion des personnes en situation de handicap. C'est exact. C'est juste de le dire? C'est juste de le dire. La libellule. La libellule. C'est toujours l'article. La libellule. D'accord. Ça a une importance? Oui, ça a une importance. Ah bon? D'accord. Vous avez inséré combien de personnes en situation de handicap à ce jour? Nous sommes... la libellule a été créée en 2015. De 2015 à ce jour, on parlera de 250 personnes. Et de très peu d'emplois salariés. C'est plutôt des contrats de stage professionnel ou des contrats de stage de qualification. Pourquoi? C'est compliqué d'insérer ces personnes? Ce n'est pas compliqué d'insérer, c'est nouveau. Il nous faut un temps de communication et de sensibilisation des acteurs des différentes entreprises qui nous intéressent. Et ce n'est pas aussi compliqué que cela. Il faudrait que nous donnions une plateforme ou des ressources aux entreprises pour pouvoir prendre les compétences qu'il faut. D'accord. Vous existez depuis combien de temps? Fin 2015. Fin 2015. D'accord. Bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans. Bienvenue. Merci. Que de destins contrariés. Ils auraient pu renoncer à tout puisqu'ils n'embrasseront pas toujours le métier dont ils rêvaient, être institutrice comme Anne-Cécile Conan, chef d'entreprise. Mais ils ont fait le choix de dire non en majuscule, comme Jean-Baptiste Ngama, magistrat, Sekongo Koua Isidore, avocat général près de la Cour suprême, Ange Dagaré Dasso, directeur de cabinet du maire de Cocody, pour ne citer que ces exemples-là. C'est ce qu'on peut lire en postface de l'ouvrage signé Agnès Crédy, Les Affranchis du sort. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Chakivan. Pourquoi cet ouvrage? Parce qu'à un moment donné, il faut peut-être se soucier de ce qui ne va pas chez nous et de regarder le monde autrement. Et c'était ça. Le métier de journaliste, c'est écrire, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut écrire pour être utile. Il faut écrire pour servir l'humanité, il faut écrire pour défendre des causes. Et c'est un engagement de montrer ces faces-là. On va parler de cet ouvrage et de bien d'autres sujets liés donc à la thématique centrale. Merci d'être là, Agnès Crédy. Merci également à Georgette Neliaka. Vous êtes blogueuse? Oui, merci à vous. Vous écrivez sur quoi? J'écris sur la situation des personnes en situation de handicap, parce que moi aussi, je suis handicapée. Voilà. Donc, c'est plus ce que je fais. Et pourquoi? Pourquoi cela vous paraît utile de le faire?
C'est utile de montrer la condition de vie des personnes en situation de handicap pour nous mettre en valeur nous-mêmes déjà. C'est d'abord ça. Et ensuite, je fais de mon histoire un combat. Voilà, parce que déjà, handicapée depuis l'âge de 3 ans par accident et erreur médicale surtout aussi. Donc, il faudrait que je montre et je partage ma joie de vivre à mon entourage. D'accord. C'est ce que je fais un peu sur mon blog. Merci d'être là. Merci à vous. Merci également à Raphaël Dogo, qui est un peu militant, on peut le dire, finalement, de la cause des personnes en situation de handicap. Vous êtes président de la Fédération des associations pour la promotion sociale des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Bienvenue. Merci. Est-ce que cette journée, elle est, de votre point de vue, suffisamment, largement, mais aussi qualitativement commémorée tous les ans en Côte d'Ivoire? Bon, la situation, elle est Kaya. C'est pourquoi, cette année, nous pensons que nous allons faire le maximum avec, autour justement de la présentation officielle du livre de Sa Majesté, Agnès Crédit, les affranchis du sort, puisque moi-même, je fais partie des affranchis du sort. Et c'est pour ça que vous voyez que je suis en costume, tout ça, depuis 10 ans. C'est aujourd'hui que j'ai porté un costume. Pourquoi? Pour montrer que je suis affranchi. D'accord. Justement, et que cette journée du 3 décembre prochain, elle avait un caractère un peu particulier. D'accord. Voilà. Ça va, l'INSEE? Très bien, merci. Est-ce que vivre avec un handicap, et là je m'adresse toujours à Raphaël Dogo, est-ce que vivre avec un handicap est un handicap? C'est doublement handicapant. Voilà, c'est doublement handicapant. Déjà en arrivant ici, Oui. il faut un service fauteuil roulant. Donc Dieu seul sait comment de fois j'ai souffert pour arriver en salle, pour m'installer. Ça a été difficile. Voilà, donc c'est déjà un handicap. Surtout que les enfants sont là. Heureusement que c'est les jeunes gens. Voilà, mais si c'était des grandes personnes et qu'il y avait une dame dedans à draguer, ça allait être déshonorant pour moi de venir dans ces conditions, vous comprenez? Voilà, Vous êtes en train de dire... handicap en lui-même est handicapant. D'accord. Voilà. Et le regard des autres par rapport aux personnes vivant avec un handicap, est-ce qu'il a évolué depuis toutes ces années ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore ce regard un peu, dédain, je ne sais pas? Oui, pour certains, ce regard a évolué positivement. Je crois que c'est un peu la thématique du livre d'Agnès Crédit, Les affranchis du sort. Mais pour beaucoup d'autres, ce regard reste à évoluer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, près de 98% des personnes handicapées sont analphabètes. C'est-à-dire nous qui savons lire et écrire et qui pouvons nous exprimer, nous sommes tout au plus 2 à 3% de la population. Comment vous l'expliquez? Il y a une explication à cela? C'est dû justement au regard, aux préjugés défavorables. Oui, mais est-ce que ça empêche qu'on inscrive un enfant à l'école parce qu'il souffre de handicap? Bien entendu, tout à l'heure vous avez posé la question à la dame de la libellule. Elle a dit qu'elle a mis beaucoup en stage d'apprentissage et très peu en emploi direct. Mais pourquoi? L'une des raisons fondamentales, c'est que par exemple l'employeur en Côte d'Ivoire a des préjugés défavorables parce qu'il estime qu'une personne qui est en situation de handicap ne peut pas occuper un emploi soumis à concurrence. Donc ça, c'est des préjugés. Voilà, donc, et ça, on le vit un peu partout. Voilà. Daniel Adaï, vous l'expliquez comment? Qu'il n'y ait pas autant de personnes, qu'il y ait plus d'analphabètes que de personnes lettrées? Je pourrais dire que nous, au niveau de la libellule, nous travaillons uniquement avec les diplômés. Ça, on l'a compris. Mais j'ai peut-être besoin de votre regard de professionnel du recrutement. Je dirais simplement que les parents qui ont un enfant en situation de handicap se disent scolariser son enfant, c'est un investissement, même pour les personnes actives. Donc, valide, pardon. Donc, scolariser son enfant, si l'enfant est en situation de handicap, le parent se dit que le scolariser, ce ne serait pas un investissement utile. D'où l'intérêt de ce livre, parce que les parents ont besoin d'avoir des repères, des références de personnes qui ont réussi. Donc, ils se disent, OK, je peux investir sur cet enfant-là en espérant qu'il sorte avocat, magistrat ou chef d'entreprise. Donc, nous, l'intérêt de notre travail, c'est de montrer, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap de s'intégrer dans le milieu professionnel et servir d'exemple aux générations à venir. Et je pense que ça pourrait faciliter les choses. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'insertion professionnelle pour ces personnes-là? Quand vous essayez de les placer, c'est quoi l'obstacle premier ou qu'est-ce qu'on vous dit? L'obstacle premier, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Vous savez, l'une des difficultés que nous avions rencontrées de 2015 à ce jour, c'est la méconnaissance du handicap du point de vue du travail. Les gens parlent du handicap, mais ils ne parlent pas du travail. Ils parlent d'offrir des béquilles, d'offrir des vivres ou non-vivres, mais on ne parle pas de travail. Donc, déjà, lorsque les entreprises rencontrent lorsqu'on parle du handicap à une entreprise,
Déjà, il se dit, mais où les trouver? C'est ça. OK. Ce que vous dites, on entend parler, où les trouver? Donc, il faut une base de données. On veut bien prêter main forte, mais il faut les trouver. Il faut les trouver. C'est bien cela. Donc, c'est ça. Donc, je pense que les choses évoluent positivement, nettement. D'accord. De 2015, où aucune entreprise ne nous décrochait, à ce jour où nous organisons, par exemple, la journée anti-emploi, où les entreprises nous disent, écoutez, nous avions besoin de ressources, nous avions besoin. Et les entreprises se permettent de nous dire aujourd'hui, nous allons commencer par des stages, mais nous envisageons des emplois durables et permanents. Donc, ça change. Ça change. Nous, on sent vraiment le changement. Donc, c'est un peu la bonne nouvelle aussi, quelque part. Oui. Alors, vous le disiez tantôt, Agnès Crédy, le rôle du journaliste, c'est d'éclairer, c'est de donner l'information, c'est d'éclairer, mais ça arrive aussi d'écrire. Vous en êtes d'ailleurs la parfaite illustration. Le déclic, il part d'où? À quel moment vous décidez, en fait, de produire ce livre, préfacé, je le rappelle d'ailleurs, par feu Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire? Ça commence un jour par la recherche d'un sujet intéressant et original. Chercher toujours quelque chose de différent. Et puis je me suis dit, mais oui, mais on passe notre temps, on traverse des chemins de vie, on croise des personnes fragilisées physiquement, on leur regarde, mais on ne se demande pas si derrière ces personnes, il y en a d'autres qu'on ne voit pas, mais qui font des choses, qui savent faire en sorte que leur corps fragilisé ne soit pas un handicap pour eux. Et j'ai commencé donc à chercher quelles sont les personnes en situation de handicap qui ont pu donc s'affranchir de ce corps invalidant, et se libérer et justement se construire après un parcours donc inspirant. Puis j'en ai trouvé une, et puis deux, et puis de fil en aiguille, j'en ai trouvé 20. Et puis dans plusieurs domaines, hein? Dans plusieurs domaines. Il y a des artistes. Il y a des sportifs de haut niveau. C'est cela. Il faut citer que Koné Ouma est le sportif le plus médaillé au monde. Absolument. On ne le dit pas suffisamment. Ouais, on ne le dit pas suffisamment. Et c'est un Ivoirien, on en est très fiers. On a une avocate, on a des chefs d'entreprise, on a des ministres. On a un ingénieur en télécommunication. Absolument. On a des enseignants non-voyants, des médecins malentendants et des guides religieux non-voyants. Ça, c'est fabuleux parce qu'en général, pour guider les autres, il faut être soi-même voyant. Mais là, non, ils sont assez généreux pour s'offrir en sacrifice d'accompagnement des autres. Donc, on a vraiment des histoires fabuleuses. Quel est le dénominateur commun, justement, de toutes ces histoires? La dignité. Rester digne. Le surpassement aussi, peut-être? Aussi, ça, ils l'ont déjà vaincu. Mais à un moment donné, même après ça, la société refuse de leur concéder de la place aussi. Parce que le drame, c'est cela. Hier, j'ai été rencontrer un qui travaille dans un service public. Il est en fauteuil roulant. Ses bureaux sont à l'étage. À votre avis, comment il accède à ses bureaux? En rampant ou en se laissant porter. Donc, même lorsqu'il réussit à franchir le pas pour mériter d'être considéré et traité comme quelqu'un d'utile, de valide. Et dans donc, la société. Dans la société, on ne lui fait pas assez de place pour qu'il puisse se réaliser, s'accomplir. Quand on voit un magistrat qui est à Yopougon, où la salle d'audience est en hauteur et qu'il est en fauteuil roulant, forcément, quand un gamin a une audience, on se demande bien comment il y arrive. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Il y a qu'à valider dans les écoles. On a, heureusement, sur ce plateau, des élèves qui viennent d'une école publique. Le lycée de Port-Bouet, c'est... Où j'étais d'ailleurs parmi les premiers, nous sommes de la première promotion, ça je le rappelle bien. D'accord. Ah oui, c'était mon école. Ben, c'est une belle coïncidence alors. Oui, tout à fait. Nous sommes de la première promotion avec le DG du port, M. Niensier. Nous sommes de la première promotion du collège de Port-Bouet à l'époque, donc que ce soit lycée. Mais là-bas, les bâtiments sont tels que les enfants handicapés ne peuvent pas y avoir accès. C'est pareil pour le lycée classique, où le père Emmanuel Été a fait ses études, où Jacob Gouria, qui est non-voyant, le premier Ivoirien non-voyant bachelier, a fait son bac, mais c'était au lycée classique. Il n'a pas accès aux bâtiments qui sont construits pour les personnes valides. Ça veut dire quoi? On plaide pour l'insertion des personnes en situation de handicap, mais par derrière, les infrastructures et toutes les commodités ne suivent pas. N'accompagnent pas forcément parce qu'on bâtit sans penser aux autres. On bâtit en allant dans un monde de validité où le corps physique qui est célébré, c'est le corps debout. Alors que l'égalité des citoyens est consacrée dans la Constitution. Justement, la solidarité nous impose cela, justement. L'INSEE. Moi, je voulais revenir justement sur un passage de votre livre qui m'a marqué. C'est le passage de Anne-Cécile Conan, où elle explique justement concernant donc le regard des autres. Elle a passé le concours du CAFOP, elle l'a eu, et finalement donc elle n'a pas pu être institutrice parce qu'on lui a dit ben non, les enfants vont se moquer, vous êtes une personne en situation de handicap, donc ça va être assez compliqué. Et les personnes handicapées sont nerveuses. Exactement, exactement. C'est ce qu'on raconte. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a aussi le cas de Guillaume Mbara, qui est non-voyant, qui est enseignant. Quand il était à l'université, son professeur lui dit, elle m'a dit au professeur, écoutez, je ne peux pas voir ce que vous dites, faites doucement, je veux entendre. Le professeur lui dit, mais votre place n'est pas ici, allez dans la rue Mondier.
Il n'y a pas que lui. Il nous l'a dit, on l'a reçu d'ailleurs. Voilà, c'était un brillant inventeur d'applications informatiques. Il est enseignant, il est très très brillant. Et justement, comment lutter contre ces préjugés? Est-ce qu'il faut rééduquer? Est-ce qu'il faut sensibiliser plus? Ça commence déjà par les parents et par les croyances, je pense. Ça, c'est un point de vue. Après, je crois que Nelly est mieux placée avec Raphaël Dogo pour en parler, parce que ce sont quand même eux qui incarnent mieux ce que nous disons. Nous ne faisons que parler à propos d'eux. Nous ne sommes pas à leur place, mais on essaie de comprendre un peu. Déjà, commencer par changer, comme on dit, le regard. Vous allez dans nos villages. C'est pour ça que j'ai voulu que la préface, la postface soit signée par un roi. Donc, un garant de la tradition, donc le roi des bras, Sa Majesté Assemian-Ogbu, qui signe donc la postface pour dire quoi? Et il le dit d'ailleurs, le titre c'est « Merci de nous réhumaniser », parce qu'il se souvient et il le sait que dans les traditions en Afrique, un enfant handicapé est un enfant maudit qu'on rejette. Souvent, on l'accompagne. Et quand on dit en Afrique, on l'accompagne, on va le tuer. On va le tuer. Voilà, il faut le dire clairement. Parce que c'est un sorcier, un enfant qui rampe, qui bave, qui est malade, qui ne peut pas se lever, qui ne peut pas se dresser, c'est qu'il est maudit et que sa maman ne porte que des enfants maudits. C'est cela. Et c'est ça la tradition en Afrique. Donc le roi écrit en disant... Oublions pas Soundiata Keïta, ce héros du Mandingue, ce roi qui a justement montré qu'on peut être, par la force de sa volonté, être debout et être un grand homme et marquer sa présence. Parce que la grandeur n'est pas liée au corps physique. La grandeur, c'est dans la volonté, c'est dans l'esprit, c'est dans l'intelligence, c'est dans la connaissance, c'est dans la formation. Alors Nelly, vos écrits tournent autour de quoi généralement? Sur le handicap en général, voilà, donc comme j'ai eu à le dire, c'est sur mon histoire. Voilà, comment je fais pour affronter le regard des gens, les critiques déplacées, et comment j'ai fait pour passer de mon âge de handicapé à maintenant et tout, et de mon étape aussi de maman, parce que je suis une maman aussi, une jeune maman. Voilà, donc je parle un peu de tout ça sur ma page. Mais c'est quoi votre secret? Comment vous êtes parvenu à franchir toutes ces étapes? Bon, on peut dire que c'est la résilience, parce qu'on encaisse beaucoup, mais arrivé à un certain moment, je me dis qu'on ne prend pas en compte toutes les critiques. Voilà. Donc il faut essayer de les transformer en qualité et puis bon, avancer. Ah, d'accord, vous parlez des mauvaises critiques, oui, d'accord, en général. Des commentaires assez méchants, déplacés. Oui, en général. Ok, il faut arriver, mais c'est pas évident quand même de le faire. Faut être, vous avez parlé de résilience, c'est bien. Oui. Mais la résilience, ça se vend pas à la boutique. Non, mais au fait, il faut forger son mental aussi. Il y a ça aussi. Donc voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Est-ce que l'on connaît les chiffres? Combien de personnes en Côte d'Ivoire sont en situation de handicap? Officiellement, selon le dernier recensement général de la population de l'habitat, il a été dénombré environ 620 639 personnes en situation de handicap, dont 495 403 Ivoiriens, 11 640 non-Ivoiriens et puis à peu près 5 598 non spécifiés. Disons que ce chiffre, à mon avis, représente un peu le nombre de personnes ayant un handicap visible. Voilà, parce que c'est aussi un problème qu'on a en Côte d'Ivoire. On n'a pas encore normalisé les différentes lois qui ont été adoptées, notamment la loi d'orientation de 98 en faveur des personnes handicapées, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ont donné des définitions de handicap. Bon, on ne s'est pas encore assis pour dire qui est handicapé et qui ne l'est pas, par exemple. Ah, il faut définir, c'est important. Dans certains pays, absolument. On définit les handicapés comme ceux qui ont un handicap classique qu'on voit. Mais évidemment, il faut y ajouter ceux qui ont le diabète, notamment les maladies chroniques, ceux qui ont le VIH-Sida. Tous ceux-là sont comptés au nombre des personnes qui sont en situation de handicap. D'autres, ils considèrent que ceux qui sont bègues sont en situation de handicap. D'autres pays ne les considèrent pas comme des personnes en situation de handicap. Les personnes qui sont albinos, par exemple, sont considérées dans d'autres contrées comme handicapées. En Côte d'Ivoire, on n'a pas encore défini. Donc, disons que tout se fait un peu au constat. Alors, il est prouvé qu'en règle générale, lorsque les recensements se font et qu'on doit tenir compte du paramètre handicapé, les agents recenseurs n'étant pas tout à fait outillés comme il se doit, en règle générale, mettent l'accent sur, non pas, je veux dire, l'incapacité, mais c'est sur ce qu'ils voient. C'est cela. Voilà. Donc, en règle générale, il est prouvé que les chiffres qu'on donne représentent à peu près 20% de la population réelle des personnes handicapées. Donc, étant mathématicien, vous voyez que quand on nous dit qu'on a 600 et quelques mille personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire, selon le dernier recensement, en réalité, moi, de mon point de vue, ça représente à peu près 20%. Et donc, le chiffre réel tourne autour de 3 millions. 3 millions. Ce qui est tout à fait vrai parce que, selon la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé, dans leur dernier rapport de 2011, le taux de personnes handicapées moyen dans le monde est de 15%. Si nous sommes en Côte d'Ivoire, 22 millions de personnes en situation de handicap, 22 millions d'Ivoiriens, tout court. 25 millions. Donc, disons 25 millions. Ouais. Donc, disons, allez-y, au bas mot, nous sommes au moins 3 millions de personnes en situation de handicap. Et justement, c'est ce que nous essayons de ressortir parce que j'ai eu l'avantage d'occuper certaines fonctions dans ce pays et je sais que les politiques
très souvent, ils tiennent compte du nombre. Or, la plupart des recensements qui sont faits, celui de 98 avait donné 57 000 à peu près personnes handicapées en Côte d'Ivoire, soit 0,06% de la population. Celui de 2014, au moins, il a augmenté un peu. Là, on a 2,74% de la population. Mais j'estime que si un bon recensement est fait et qu'on sait que nous sommes réellement des millions, ça va amener le politique à changer son regard. Est-ce que ça fait partie de vos plaidoyers? Bien entendu, ça fait partie de nos plaidoyers, parce que tout à l'heure, vous parlez de l'éducation. Les problèmes d'éducation, c'est ça. En Côte d'Ivoire, par exemple, notre pays, je bénis les différents gouvernements qui sont succédés, a mis en avant l'école gratuite. Et donc, on paye des kits scolaires qu'on distribue aux enfants. Alors, quand vous donnez un sac au dos avec des livres de CP1 ou CP2 à un enfant qui est aveugle, bon, ou quand on veut bien dire, on dit non-voyant. Hein, ils aiment ça. C'est cela. Voilà. Non-voyant, malvoyant. Malvoyant. Ben, c'est ça, hein, on veut bien paraître. Donc, c'est pour ça qu'on aime, Agnès aime beaucoup ça. Il dit personne en situation de handicap, mais ça, c'est notre débat. Hein, je venais sur le plateau une autre fois, et puis on va discuter là-dessus, sur le thème. On dit quoi? On dit personne handicapée, personne invalide, personne en situation de handicap. Ça, c'est tout un débat. Hein. Voilà, mais on veut bien paraître. Donc, on préfère dire personne en situation de handicap. C'est cela. Donc, qu'est-ce qu'un enfant qui est aveugle ou qui est non-voyant, quand vous distribuez des kits scolaires dans le cadre de l'école ce n'est pas adapté, ce n'est pas approprié. Ce n'est pas du tout approprié. Et on attire l'attention, ça fait des années, mais rien ne change. Là, nous sommes en décembre, là où la rentrée a eu lieu il y a 1 ou 2 mois, mais c'est la même chose. Voilà, donc, par ma voix, les parents de personnes, des enfants handicapés visuels, vraiment, ils plaident. Voilà, ils plaident. C'est valable également pour les sourds. Ouais, votre émission, en d'autres termes, il faut que la situation des personnes handicap soit traitée de façon spécifique. Les Ivoiriens suivent NCI de plus en plus, je voudrais vous féliciter. Merci. Donc là, on est là, vous voyez que je lui ai dit que depuis 10 ans, il ne porte pas de costume, j'ai porté mon costume pour NCI aujourd'hui. Bon, là, quand l'émission va sortir, les sourds, ils vont peut-être voir, mais ils n'entendront pas ce que nous disons. C'est cela. Donc, il faut que nous fassions la sensibilisation à tous les niveaux pour qu'on puisse tenir compte de cette... c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Absolument. Mais il y a déjà un premier pas du gouvernement qui est quand même à saluer, enfin des différents gouvernements qui se sont succédés, pour un peu reprendre vos mots. C'est une insertion plutôt garantie des personnes en situation de handicap, notamment dans les services publics. Est-ce que c'est effectif ? Oui, c'est effectif depuis 1997, voilà, depuis, disons, à la sortie de nos années étudiants. Mais ça se fait avec différentes fortunes, j'ai pu dire. C'est-à-dire que, vous savez, chez nous, on dit que la manière de donner, elle vaut mieux que ce que l'on donne. Sinon, le gouvernement qui est là a fait des choses formidables. Et depuis 3 ans, c'est la première fois, ils ont décidé de faire un recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique. La fonction publique. Chaque année. Ils l'ont fait en 2018, ils l'ont fait en 2019, et ils l'ont fait en 2020. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays. Mais, il y a un mais, nous ne sommes pas tout à fait satisfaits de la manière dont c'est fait. Parce qu'on recrute les gens. La manière dont le recrutement se fait, c'est opaque. C'est pas transparent. C'est opaque, c'est-à-dire ? Non, ça c'est. Je dis quand c'est opaque. Au niveau des examens. Tout ce qui concerne les personnes handicapées. Ouais. Tout à l'heure, j'ai aimé la formule d'Agnès. Elle a dit nous sommes venus les accompagner, mais nous ne sommes pas leur porte-parole. C'est pour ça que Nelly est là, c'est pour ça que Dogo est là. Vous voyez un peu. Donc, le thème, c'est pour les handicapés, avec les personnes handicapées. Donc, lorsque vous faites un recrutement pour les personnes handicapées, que les personnes handicapées, à travers leurs organisations, ne sont pas associées, il y a un mais. Lorsque les gens prennent service, par exemple, des gens ont été recrutés depuis 2018. C'est une des doléances qu'on va soumettre au chef du gouvernement le jeudi. Des personnes handicapées ont été recrutées depuis 2018. On les a affectées dans des ministères. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en décembre 2020. Ils n'ont pas encore pris service. Pourquoi? Ça fait partie des différents préjugés. Et je vous assure, c'est pour ça que le thème, et si on changeait de regard, il nous tient beaucoup à cœur. D'accord. Vous voyez, il y a un défaut que je n'aime pas chez beaucoup d'Ivoiriens, c'est la condescendance. Moi, Dogo Raphaël, j'étais ministre. Mais vous allez, le gars, il ne voit pas le ministre, il vous voit comme les enfants. Il vous voit comme... On revient sur la question du regard de l'autre. Et c'est le problème fondamental. Le jour où ça va changer, je pense qu'on fera au moins 50%. D'accord. Daniel Adaï, on a parlé d'insertion professionnelle annoncée, consignée d'ailleurs dans les textes par le gouvernement. Quelle est la relation entre votre agence, l'agence que vous dirigez par exemple, et mais justement les autorités, les pouvoirs publics? Est-ce qu'il y a une sorte de collaboration possible qui se fait ou pas? Parce que tout à l'heure, vous avez soulevé un problème. OK, on veut faire la passe aux personnes en situation de handicap, mais où se trouvent-elles? Et ça, c'est votre job à vous.
Nous ne travaillons pas, je dirais, avec le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, qui est le ministère de tutelle. Je pense que ce que nous faisons, pour être gentil, je pense qu'ils n'y comprennent pas grand-chose, pas parce qu'on ne leur a pas expliqué. Alors vous êtes gentil, hein. J'ose pas imaginer quand vous êtes méchante. Nous nous occupons de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. En clair, des personnes en situation de handicap diplômées viennent vers nous. Nous disons aux entreprises, voilà les profils que nous avons. Ils nous disent, OK, ces profils nous intéressent, vous les mettez à notre disposition. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre de la libellule. Mais sachez que dans le cadre de l'insertion professionnelle, 70% des actions pour que ça porte doit être de la communication et de la sensibilisation. C'est ça. Et c'est le plus grand travail que nous faisons. Et c'est cela qui nous a emmenés à créer toutes les activités, je dirais toutes les actions associées à la communication et à la sensibilisation. Ces actions qui sont Miss Handicap ou le Handi Marathon d'Abidjan ou le Digital African Handi Talent, ce sont des actions de sensibilisation et de communication pour l'insertion professionnelle. Absolument, et pour une prise de conscience. Parfait. Je propose qu'on marque une pause. On a dit beaucoup de choses assez intéressantes. On va en dire encore davantage. Juste le temps de la pub et on revient juste après. Toujours très bien de nous rejoindre sur RNCI dans la télé d'ici. Le rendez-vous c'est de 18h40 à 19h50 exactement du lundi au vendredi. Ce soir on parle de la situation des personnes en situation de handicap et particulièrement de cet ouvrage signé Agnès Crédit, Les Affranchis du sort, édition Kyle Cédra, avec Gatournu qui n'ont pas manqué de m'arracher un peu le sourire. Hein. Une voix qui marche, pour parler d'Ismaël Isaac. Ce n'est pas la politique des béquilles, pour parler de Soro Kaniki. Handicapable. Les mots sont bien choisis. Tout à fait, parce qu'en fait, l'idée, c'est de sortir des terminologies de laideur qui entourent donc ces personnes de manière générale et du mépris avec lesquels on parle d'elles quand on s'adresse à elles. C'est toujours des expressions de genre, oh le pauvre, oh, est-ce qu'il va y arriver, oh comme c'est difficile, oh là là. Et c'est toujours des expressions à la fois de déni de l'humanité que ces personnes-là ont. Donc il fallait donc trouver à la fois des mots qui disent ce que ces personnes sont, ces forces de vaincre, ces volontés de rester debout, de se dresser, comme je dis. Ils n'ont pas de jambes, mais ils marchent. Ils n'ont pas d'yeux, mais ils voient. Parce qu'ils sont profonds. Ils n'ont pas d'oreilles, mais ils entendent parce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont proches des autres. Et c'est tout cela qu'on a vu. Et c'est pour ça que le livre, il est beau, avec un cahier photo à la fin, parce que la beauté de leur volonté, la beauté de leur grandeur se célèbre vraiment dans la beauté à la fois de l'apparence du papier, dans un monde où, effectivement, on juge trop par rapport aux apparences. Et je me dis, il faut aller au-delà de leurs apparences, parce que derrière l'apparence physique, il y a des femmes et des hommes de grande volonté qui nous enseignent des leçons de vie, qui nous enseignent qui nous montrent des chemins. Pas d'espérance, parce qu'on n'est pas forcément dans la foi, même s'il y en a des hommes de foi, pas mieux, mais qui nous montrent des chemins de réalisation, des chemins d'accomplissement, des exemples à suivre. Et notre jeunesse a besoin de comprendre que la validité n'est pas physique. Elle est d'abord mentale, elle est morale, elle est psychologique. C'est la volonté de réussir qui fait qu'on réussit. Ce n'est pas le corps. Le corps, c'est juste un élément d'accompagnement, mais ce n'est pas lui qui nous fait. On peut avoir un beau corps. Les États-Unis ont quand même été dirigés par une personne handicapée, par Roosevelt, qui a été l'un des plus grands présidents d'ailleurs l'histoire le retient d'ailleurs des États-Unis. C'est cela. Voilà, c'est bien d'ailleurs d'avoir cité l'exemple de cet athlète handisport ivoirien qui est le plus médaillé. Qui est le plus médaillé au monde. Le plus médaillé au monde. Absolument. On n'en parle pas. On connaît plus Didier Drogba, on connaît plus Yaya Touré et tout. Voilà. Mais pourtant, c'est le plus médaillé au monde. Voilà. On est dans l'éclat de l'apparence. On est dans l'éclat de l'apparence dans un monde qui a besoin de profondeur. C'est ça la réalité. Un monde de selfies. Eh bien oui, c'est ça, un monde de selfie. Si vous permettez, dans le sens de ce que Agnès a dit, je dois dire que moi, j'ai pu dire que Dieu a voulu que je sois handicapé parce qu'à la limite, ça me donne un plus par rapport à vous. Ça nous permet de nous surpasser. C'est-à-dire, lorsque tu perds la vue, Dieu fait en sorte que le reste du corps a une capacité extraordinaire de te dépasser plus que d'ordinaire. Lorsque tu as des problèmes de pied, mais tout se passe dans la tête. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ça nous amène à nous surpasser. On ne prend rien pour acquis. Vraiment, on ne prend rien pour acquis. Même lorsqu'on va au lit avec une femme,
Moi, de Raphaël, j'ai fait la promotion là. Parce que j'estime que si je vais au lit avec une femme et que je sors et puis elle dit, mais lui là, non, il ne connaît rien, ça me dévalorise, vous comprenez? Donc, je fais la promotion. C'est de ça qu'il s'agit. le surpassement à tous les niveaux. Voilà, à tous les niveaux. Il faut se surpasser. Quand on va à l'école, il faut se surpasser. Voilà, parce que notre société a malheureusement, disons, défini des chaînes de valeurs qui ne tiennent plus compte de ce que nous sommes réellement en profondeur. On regarde les apparences. Et malheureusement, c'est ça qui nous tue. Donc, du coup, on oublie de se surpasser plus que tout le monde pour montrer que nous existons. Et parfois, en voulant nous surpasser, alors on dépasse même ceux qui sont valides. Voilà, c'est de ça que nous l'avons parlé. Ça, on l'a compris. Kono Oumar, il a eu des médailles, mais ça pas seulement dans les Jeux paralympiques. Kono Oumar a fait des compétitions de personnes valides et il les a battus. Voilà, et donc c'est une fierté. Bon, malheureusement, entre lui et puis les autres sportifs valides, allez voir la vie de Kono Oumar. Je crois que le gouvernement, par la grâce de Dieu, a réagi depuis quelques années. J'espère qu'on lui a trouvé au moins une maison, mais parle jusqu'à une certaine étape, à une certaine époque. Pendant que quand les éléphants remportent une coupe ou même ils sont deuxième, on leur donne tout. Kono Oumar n'avait rien du tout. Il croule sous le poids de ses médailles. Quand j'ai vu le nombre de médailles, c'est incroyable. Et c'est de l'or en plus. Hein. Oui, c'est de l'or. D'où le choix du verbe d'ailleurs, il croule. C'est sous le fait F-A-I-X. Ouais, merci. Nelly, donc tu partages ton histoire à travers ton blog. Est-ce que tu as reçu aussi des témoignages du coup? Est-ce que tu en reçois régulièrement? Des témoignages, oui, j'en reçois des témoignages. Oui. Et du coup, est-ce que vous partagez ensemble votre histoire? Est-ce que... Partager mon histoire, pas vraiment, mais peut-être je donne quelques conseils voilà, sur comment j'essaie d'affronter, de vivre avec mon handicap et tout, c'est tout. Je me limite à ça. C'est cela. Personne ne demande à être handicapé. Voilà. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Et dans votre cas, c'est un accident. Oui, un accident de balançoire, je souligne. Et c'était juste une fracture à la base. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, ils ont décidé de me mettre un plâtre. Voilà, le plâtre, normalement, je devais recevoir une opération. Et donc, mon pied, il a pris la forme du plâtre. Voilà. Du coup, au fil des mois, au fur et à mesure que le plâtre était là, je ne marchais pas. Donc, quand nous avons levé le plâtre, mon pied a pris la forme de la fracture. Du coup, je n'arrivais plus à marcher. Donc, j'étais couchée là comme ça. Donc, on a tout essayé, mais bon, apparemment, il n'y avait plus rien à faire. Donc, c'est là qu'on s'est dirigé du côté traditionnel. Voilà, on a essayé de faire des choses et tout. Et puis, bon, après ça, j'ai réussi à tenir sur mes pieds. Mais bon, c'était déjà trop tard. J'étais déjà handicapée et tout. Donc, vous aviez quel âge? J'avais 3 ans à l'époque. Voilà, donc maintenant, j'ai 25 ans. C'est cela. Mais vous avez parlé de résilience. J'aimerais quand même qu'on revienne dessus. Oui. Est-ce que votre entourage a été d'un certain soutien? Oui, je dirais. Surtout mes parents. Bon, c'est vrai que je les ai... Parce que je l'ai dit avec beaucoup d'humour, la résilience, ça ne se vend pas à la boutique. J'imagine que vous avez bénéficié de certains supports. Oui, de mes parents, comme je le raconte sur mon blog, c'est vrai que je les ai perdus tôt. J'ai perdu mon père et ma mère à l'âge de 7 ans. Voilà. Donc, c'était vraiment un choc parce qu'ils ne me faisaient pas sentir comme un enfant handicapé. C'est-à-dire, pour eux, je suis normale. Voilà. Donc, ils créaient les conditions pour que je puisse me sentir comme un enfant normal. Et tout. Et voilà, quand je les ai perdus, c'était vraiment difficile. Mais bon, il fallait vraiment que moi aussi, je travaille sur ce point et tout. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de me forger moi-même. D'accord. C'est vrai que c'était difficile parce que depuis que je suis toute petite, on attaque mon physique. Quand je veux tout ce que je veux faire, mais non, tu ne peux pas le faire parce que tu sais, tu es handicapé. Par exemple, quand j'étais petite, je voulais jouer à la corde à sauter avec mes amis. Quand on commence à placer la corde, mais non, tu ne peux pas le faire, mais tu vas te faire mal, tu as mal aux pieds quand je joue au football. Je dis, mais non, je connais mon état, je suis très bien consciente que je suis handicapée. Donc, si je veux le faire, je sais pourquoi et je sais comment je vais le faire. Donc, vous n'avez pas besoin de me raconter. Alors, vous avez dit, mes parents ne se comportaient pas à mon endroit comme si j'étais une personne handicapée. Oui. Finalement, Agnès Crédit, je serais tenté de dire que le surpassement, il doit venir plutôt des personnes qui ne sont pas handicapées, se dire, mais il ne faut pas considérer les personnes handicapées comme des personnes handicapées. Et ça, c'est un vrai travail mental. C'est ça le sens du livre. Ouais. C'est parce que j'ai porté ce regard que j'ai pu écrire ce livre. Parce que j'ai découvert des femmes et des hommes qui nous donnaient des leçons, de vraies leçons, que j'ai écrit ce livre. Et la sentence, là, se voit.
Moi, ça fait 3 ans maintenant que je les côtoie, mais c'est un vrai bonheur. Ils ont un sens d'humour, mais alors en termes de surpassement, mais de l'humour à se moquer d'eux-mêmes et à comprendre qu'en fait, au bout de compte, c'est nous qui avons un problème. C'est le cas de Kwakumbra. Ah ben voilà. Et ils passent ce temps à se tourner en dérision. C'est cela. Ça ne laisse pas la place aux autres, justement, d'éprouver du mépris, je crois, les regards. Je crois que c'est important d'arriver à ce niveau de dépassement-là, de rire de soi. Mais en même temps, on se dit, oui, ce sont les autres, les valides, les prétendument valides, mais qui sont, à mon avis, des malades de cœur. Manque de sentiments, manque de générosité, manque de compassion avec les autres, mais oubliant qu'ils sont, ou quelles sont ces personnes, elles aussi, des handicapés en sursis. Il suffit d'avoir un accident de voiture, un AVC, un choc émotionnel quelconque. Maître Mensa, elle perd la vie, elle a 35 ans. Monsieur Koné, Victorien, qui est il est directeur au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, il perd la vie, il a 40 ans. Jamais dans son projet de vie, il avait prévu cela, comme Absolument. il dit. Je suis marié et à 40 ans, je perds la vue. Mais ma femme, je lui demande, mais est-ce que c'était pas dans le contrat de mariage? C'est vrai qu'on dit pour le meilleur, pour le pire, mais le pire était trop tôt pour arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Elle lui demande, mais si moi j'étais dans cette situation, est-ce que tu m'aurais quitté? Il comprend que l'amour dépasse tout et que l'amour ne s'arrête pas à l'apparence. Et c'était ça vraiment sa force. Ils sont tous à ce niveau-là. C'est une belle histoire. C'est ça. Je voulais revenir, moi, sur l'accessibilité. Donc, on parle d'accessibilité des lieux, mais il y a aussi la mobilité. Est-ce que, par exemple, les bus sont aux normes concernant les personnes en situation de handicap? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous pouvez prendre le bus sans problème et... Anne-Cécile Conan dit par exemple, le vrai problème, c'est quand ils doivent se déplacer, les taxis refusent de les prendre. Parce que les taxis estiment que la béquille ou le fauteuil roulant va laisser le coffre entrouvert et la police va les arrêter, donc ils refusent. En termes de déplacement, c'est un vrai calvaire, c'est une vraie angoisse. Là, pour la cérémonie du jeudi, l'avocat général Isidore Koua, lui, il a une tradition, quand il est invité quelque part, il va 48 heures avant faire des repérages, comme il dit, pour être sûr qu'il peut y accéder. Mais c'est sa hantise, comme il dit. Et il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit, mais Agnès, c'est le palais de la culture, mais nous sommes foutus, il y a trop d'escaliers. J'ai dit, mais on n'a pas de salle digne pour vous accueillir, il n'y a pas l'hôtel Ivoire, on n'a pas les moyens pour payer l'hôtel Ivoire. Donc ce sera le palais de la culture, mais alors, ils sont obligés de venir 2 heures avant tout le monde. Comme lui, il le faisait d'ailleurs quand il était à l'école à Divo, il était obligé de partir 2 heures avant que le jour ne se lève pour être sûr d'arriver à l'heure en classe. Parce qu'il ne faut pas faire autrement. Et c'est le drame. Que ce soit hier, il y a 40 ans, que ce soit aujourd'hui, 40 ans après, la situation est pareille en termes de mobilité, d'accessibilité. Ce sont les mêmes contraintes. Et même nous, quand nous marchons avec des personnes en situation de handicap, nous sommes toujours devant, et nous sommes impatients d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait à traîner derrière? Il fait en t'attend, dépêche-toi. On oublie qu'elle ne peut pas se dépêcher, cette personne, parce qu'elle marche à son rythme, et de son rythme, il faut en tenir compte. Daniel Adaï, vous organisez des concours Miss? Oui. Miss personnes handicapées. Miss Handicap Côte d'Ivoire. C'est ça. Miss Handicap Côte Vous d'Ivoire. nous en dites un peu plus? Nous avions déjà fait 2 éditions. Au départ, la première édition en 2018, on ne s'attendait pas à autant d'engouement. On ne s'attendait pas à ce que ces jeunes filles veuillent être Miss parce qu'elles veulent être Miss. On nous dit souvent, mais pourquoi on dit Miss Handicap? Mais on ne pouvait pas dire autrement parce qu'elles veulent être Miss. Et elles sont des Miss. Donc on ne pouvait pas dire autrement. Elles sont... Mais Agnès Clédy aurait pu trouver une autre appellation, une autre formulation plus diplomate. En France, ça s'appelle on dit Miss. Ouais. On dit Miss. Au Cameroun, pareil. Ici, écoutez, c'est Miss Handicap. Est-ce qu'elle remporte 10 millions, une villa, un véhicule comme... non? On n'a pas ces gros sponsors. C'est une question de sponsor. On n'a pas. Et Nelly est candidate pour la 3e édition, pour cette Je n'ai pas dit qu'elle a gagné, j'ai dit qu'elle est candidate. On espère qu'elle va gagner, c'est pour ça. Bon, allez, l'INSEE a fait son choix. Moi, c'est Nelly. Bon, c'est pas très objectif, il faut attendre de voir les autres candidates. Oui, mais j'aime bien quand même. Parmi les personnes handicapées, j'admire Nelly et je crois que je vais la supporter, mais il faut reconnaître qu'en règle générale, les plus belles, ce sont les filles sourdes et puis celles qui sont en fauteuil roulant. Quand elles sont belles, elles sont sauvagement belles. Vous êtes en train de doucher le plaisir de Nelly. Vous êtes en train de réduire ses chances, quand même. Non, j'ai dit en règle générale. Oui, on a compris. Vous pouvez le voir. Celle dont je parle, vous ne les voyez pas, mais Nelly, quand je l'ai vue tout à l'heure dans la salle d'attente, je crois qu'on va se voir après. Oui. Ces jeunes filles, on a eu de très beaux témoignages. L'année dernière, 2019, la Miss était malentendante. La première dauphine de petite taille et la deuxième dauphine amputée de la jambe droite. Les petites tailles sont considérées comme un handicap? Oui, ce sont des personnes en situation de handicap.
des toutes petites tailles. Oui. Ben, on va revenir à ce que vous disiez là, alors il va falloir redéfinir tout ça. Oui, il va falloir définir. Non, ce sont des personnes atteintes de nanisme. Ce pas des personnes c'est de ça que vous parlez. 1m48. Ce sont des Oui, personnes d'accord, parce que des personnes de atteintes petite taille, nanisme. j'en connais tout un rayon. Non. Atteintes de nanisme, je vois. Mais Atteintes finalement, de le nanisme. handicap, en réalité, ce n'est pas tant l'infirmité ou l'incapacité. Le handicap, c'est le désavantage social que ça procure. Oui. Voilà, donc... D'où d'ailleurs ce que vous avez jeté là dans le jardin de Agnès tout à l'heure. On va en débattre une autre fois. Personne en situation de handicap, personne handicapée. voilà, parce que Faut faire la part je des suis en choses. fauteuil roulant. Ouais. Vous et moi sommes devant l'ascenseur pour monter. À ce moment précis, je ne suis pas en situation de handicap. J'ai qu'à appuyer sur le bouton à partir de mon fauteuil roulant. C'est Nous, cela. on monte, on arrive, on est avantagé au même pied. C'est lorsque nous trouvons devant un escalier que je me retrouve en situation de handicap. Voilà, vous D'accord. voyez un peu. Donc faut faire attention aux mots. Donc on reviendra là-dessus. Next time. Est-ce qu'il existe une politique sociale qui permettrait eh bien, justement d'être plus inséré dans la société? Une politique. Oui, sur papier. Bon, Sur papier, il oui. existe une politique. Je veux dire que... Non, mais c'est-à-dire, est-ce que par exemple, il y a un statut particulier qui vous permet même d'avoir par exemple même des revenus? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Puisqu'on parlait non. tout à l'heure de l'emploi. Non. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, d'un point de vue de la protection juridique, je peux dire que la Côte d'Ivoire, on est complet. On a de grands textes, on a de grandes lois, malheureusement qui sont méconnues et qui ne sont pas vulgarisées. Et donc, du coup, il y a un problème au niveau de l'application des lois. Tout à l'heure, vous parlez d'insertion professionnelle. Mais c'est ça. Par exemple, depuis bientôt 10 ans, le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris une mesure exceptionnelle qui consiste, dans l'année fiscale, à accorder une exonération de taxes fiscales aux entreprises qui embauchent des personnes en situation de handicap. C'est cela. Mais est-ce que les personnes handicapées même savent ça? Non, ils ne le savent pas. Est-ce que ces entreprises embauchent? Ces entreprises n'embauchent pas pour l'instant. D'accord. Les Elles ne le entreprises savent peut-être pas aussi. Nous les Peut-être qu'elles informons le savent, mais elles se suffisamment. disent. Nous les informons suffisamment. Donc mais elles savent, mais elles ne le font pas. Mais moi, nous je ne me dis- pensons pas que ce soit l'approche qui les intéresse le plus pour insérer les Qu'est-ce qui personnes les en intéresse? situation de Moi, je handicap. me dis, tout est une question. En 30 secondes. Qu'est-ce qui les intéresse? La diversité. Aujourd'hui, les entreprises parlent de responsabilité sociétale, de montrer aux yeux de la population, des partenaires et de la concurrence C'est cela. qu'ils ont une politique de diversité ou d'égalité des Oui, mais chances. ce n'est pas une mauvaise chose de dire C'est qu'il y a, beaucoup il y a plus ça. des exonérations fiscales, enfin pas exonération, mais un abattement, c'est aussi une Oui, ces mesure pas mal. entreprises savent, mais c'est souvent les multinationales Nelly. qui s'intéressent à cela. Nelly? Oui, en fait, moi, je me dis aussi que tout est une question d'accessibilité, en fait. Parce que c'est vrai que ces entreprises-là vont embaucher, mais est-ce que les outils que ces entreprises-là ont sont adaptés aux personnes C'est une autre paire de manches. Et ça dépend aussi évidemment de la nature du handicap. Voilà. Et il y a C'est un ça, décret du qui a été pris par Ouais. le chef de l'État il y a 2 ans, qui institue même un quota d'embauche obligatoire. Absolument, dans les Personnes en services situation publics. de handicap. Non, dans les sociétés privées. Privé, 2%. D'accord. 1% pour celles qui ont au plus 100 employés. Et au-delà, 2%. Est-ce que ça se fait dans les faits, justement? Non, rien. Justement, ça fait. Rien. Ce décret donne 3 années aux entreprises pour se mettre en règle. Vous se mettre en règle. OK. Ça a été pris quand? En 2018. En 2018. Donc jusqu'en C'est une grande- 2021. C'est une grande avancée également. Absolument. Grande avancée. Je propose qu'on avance aussi dans cette émission, avec votre permission. On va à la pub, puis on revient juste après. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre sur NCI dans la télé d'ici pour aborder des choses qui vous intéressent et la situation des personnes handicapées devrait vous intéresser. C'est une exigence. Je m'en vais vous lire d'ailleurs un passage de ce magnifique ouvrage signé Agnès Crédit, Les Affranchis du sort, disponible aux éditions Kyle Cédra. Ce passage signé de Anne-Cécile Collant, présidente des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. Elle voulait être une institutrice, mais on lui volera son rêve. Elle a dû se réinventer une vie, comme de nombreuses autres femmes vivant avec un handicap, obligées de n'avoir ni ambition, ni perspective, de ne pas voir, ne pas entendre, ne pas marcher, mais être comme les autres femmes et assumer la même fonction sociale. Dans leur situation, rien n'est jamais acquis, et pourtant, elle est parvenue à se hisser quelque part dans la société, se loger une place au soleil, non, on Elle a peut le créé dire. une entreprise, Ouais. d'ailleurs.
transformation d'huile de cajou, elle emploie 15 personnes, parmi lesquelles 5 personnes en situation de handicap. C'est un engagement personnel, c'est ce qu'elle peut faire pour justement aider les personnes comme elle, qui n'ont pas la chance d'être comme des personnes dites, entre guillemets, normales. Ce n'est aucunement une fatalité. Pas du tout, c'est toujours dans le regard des autres. C'est cela. Le ministre Joël Guessan le dit bien, il dit le handicap, c'est dans le regard de l'autre. Et lui, on le voit d'ailleurs quand il dit, on voit comment il déplace son corps partout et comment il réussit justement à vivre comme il le souhaite, comme il le veut. C'est cela. On lui a demandé de revoir ses ambitions à la baisse alors qu'il était parmi les meilleurs. Cette frustration blessante ne le brisera pas. Il sera directeur administratif et financier d'une multinationale et il sera aussi ministre. C'est Joël Guessan, chef d'entreprise, homme politique. Voilà, qui a été porte-parole pendant 10 ans d'un homme politique. Et donc, voilà, d'un homme, absolument. Absolument, absolument. Un ouvrage qu'on vous recommande vivement. Tiens, c'est la tendance en ce moment, les coachs, les motivateurs. Ça pullule sur les réseaux sociaux. On ne sait plus finalement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. En gros, tout le monde s'improvise coach. Ça, c'est une parfaite illustration, puisque ce sont des situations réelles qu'on vous invite donc à lire si jamais vous êtes habité d'un certain amertume. Hein. Non, et puis ça se lit assez rapidement, c'est 20 histoires, donc franchement, n'hésitez pas. D'accord. Vous avez une question, Lindsay, j'imagine? Oui, j'avais une question. Je voulais revenir sur l'enseignement. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il existe des classes spécialisées? Est-ce que justement les classes spécialisées devraient exister? Je pense que cette question est pour... Oui, Bon, je voulais essayer de répondre. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas de classe spécialisée pour les enfants en situation de handicap. Mais je pense que ce sont des trucs qui ne devraient pas exister. Parce que là, on parle d'inclusion des personnes en situation de handicap. Et si on crée ces classes-là pour ces enfants-là, c'était comme si on créait un autre monde pour eux. Alors que là, ce qu'on veut, c'est l'inclusion. Voilà, donc essayez juste d'adapter. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas... Je suis d'accord, je partage en partie cette idée, mais est-ce qu'il ne faut pas tenir compte aussi de la réalité, quelque part? Parce qu'il y a, attention, au niveau du handicap, il y a le handicap intellectuel. Oui. Donc pour ces enfants-là, il y a des classes spécialisées. C'est cela. Le handicap intellectuel, il y a des classes spécialisées. Au niveau de l'inclusion dont elle parle, l'inclusion à l'école, je pense que nous ne sommes pas en mesure, ici, dans notre fonctionnement, de prendre les choses en main pour que dans les classes, il puisse y avoir des malvoyants ou des personnes en situation de handicap auditif dans les classes. Voyons les choses réellement. Par rapport au on ne peut matériel pas... disponible. Je pense que l'inclusion au niveau de la formation, ça demande trop de moyens que nos écoles classiques n'ont pas déjà pour inclure déjà des... Et il y a aussi la problématique de la formation même du personnel enseignant. Oui, donc je pense que ne noyons pas les choses et n'épuisons pas déjà les forces que les éducateurs spécialisés peuvent apporter à ces jeunes gens. Donc moi, je suis pour ces écoles spécialisées, qu'on les développe encore plus, qu'on donne plus de moyens à ces écoles spécialisées, parce qu'on sent, lorsqu'aujourd'hui, on parle avec une personne en situation de handicap auditif, lorsqu'on parle d'insertion professionnelle, ceux qui ont pu faire des cours et tout, on voit la différence. Donc, parler d'inclusion au niveau de l'éducation, moi, personnellement, je pense que... Agnès Crédit, pourquoi le choix... Allez-y, Raphaël Legault. Allez-y, vous voulez réagir? Je voulais justement... Allez-y. Les deux postures. Chacune a raison. En fait, ce que la jeune fille voulait dire. C'est-à-dire que on serait plus efficace si on réussit à mener une bonne politique d'inclusion. Ce que la dame dit est extrêmement important. Il se trouve que malheureusement, chez nous ici, le niveau d'éducation des personnes en situation de handicap est si bas qu'il faut, dans un premier temps, mettre l'accent sur l'éducation spécialisée. On a l'école des sourds, l'Institut des aveugles, mais ça vous veut qu'au Ghana, il y a près de 16 écoles des sourds, alors qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'une seule école des sourds. Combien d'enfants frappent à la porte d'entrée de cette école chaque année? C'est environ 500-600. Et on ne retient que peut-être 25-30. Le reste, ils vont dans la rue. C'est cela. Voilà, donc ne soyez pas, par exemple, étonnés que vous voyez des personnes sourdes qui sont loubards, qui sont des enfants de la rue, qui sont des microbes, etc. Donc, c'est un problème. Comme elle l'a dit, l'école inclusive a besoin qu'il y ait un accompagnement budgétaire systématique. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait encore le cas. Est-ce qu'on franchit le cap ou on ne le franchit pas? En tout cas, moi, j'appelle à ce qu'on le franchisse parce que j'estime que le niveau économique de la Côte d'Ivoire est suffisant s'il y a une bonne répartition des ressources pour que quelque chose soit fait. D'accord. Pour les personnes en situation. Mais on garde l'espoir. Bien entendu, on garde Et on l'espoir. espère que les choses vont s'arranger. Agnès Crédit, pourquoi le choix de Amadou Grand pour, Alors, je l'explique à la page la préface 192 d'ailleurs. J'ai écrit un texte de pourquoi lui.
Et je vais juste lire la fin de cette page. Je dis, quand la préface des affranchis hâta le pas, il la signa pour célébrer cette humanité qui jamais ne renonce. Et ça, c'est lui qui le dit. Lui qui, par sa persévérance, sa capacité de travail hors du commun, se battit dans le silence de la dignité jusqu'au bout contre le thème inévitable de la vie, la mort. Il était à sa manière, avec noblesse, un affranchi du sort. Et il a laissé un mot écrit de sa main, il dit ceci, parce qu'en plus, nous sommes nés le même jour, donc nous sommes des jumeaux, alors on s'appelait tous les 10 février. D'accord. Notre anniversaire, c'était aussi un cadeau que je faisais à mon jumeau. Et il dit d'ailleurs, je te souhaite le meilleur en ce jour particulier du 10 février. Puisse le Tout-Puissant te combler de sa grâce et de sa protection. Merci pour le livre dont le titre à lui seul est un grand message. Je crois qu'il avait tout résumé, il avait tout dit. Effectivement, le titre à lui, c'est un grand message. Et merci encore pour l'honneur qui m'a été fait de préfacer cet ouvrage. Je crois que j'avais besoin qu'un décideur à ce niveau-là puisse s'engager dans ce combat. L'État le fait, mais j'avais besoin qu'il y ait une approche plus personnalisée. Donc, il était la bonne personne. Il avait la bonne posture, il pouvait décider. En plus, il y avait le privilège de cette proximité, notre gémellité. Donc, je pouvais me permettre cela, je pouvais demander, voilà, et puis offrir un cadeau. Et puis, effectivement, je n'ai pas eu tort, puisque quand il part, et quand il s'affranchit de la vie, parce qu'en fait, mourir, c'est s'affranchir de la vie en réalité, quand il s'affranchit de la vie, il nous laisse ce message fort, mais en même temps, le message qu'il nous laisse, c'est quoi? Il meurt à la tâche. Jusqu'au bout, pour dire quoi? Nos fragilités ne doivent pas nous arrêter. Il avait une grosse fragilité, on le savait. Ça n'a pas empêché de construire le chemin qu'il a construit, qu'il a tracé. Et donc, c'est vraiment de l'exemplarité, c'est des chemins de vie qui devaient nous inspirer. Je crois que c'est cela. Donc, c'était vraiment la meilleure personne pour ouvrir ces pages-là. Daniel Adaïs, c'est quand la prochaine édition de Miss Handicap? En décembre. Ce mois de décembre. Ce mois de décembre. Ce mois de décembre, je pense que c'est la 3e édition la plus difficile qu'on organise parce que dans ces conditions-là, je pense que c'est difficile. Je profite de votre antenne pour lancer un appel aux partenaires, traditionnels de Miss Handicap. Réveillez-vous, on veut s'amuser, on veut nos Miss pour 2021. Est-ce que les annonceurs qu'on voit sur les événements, les concerts, ils vous accompagnent? Vous avez déposé le dossier et n'ont jamais répondu. Pour Miss, vous savez, au niveau des annonceurs, ça dépend de l'activité. Le Handi Marathon d'Abidjan, on n'a pas les mêmes annonceurs. Non, le concours Miss. Non, Miss, on n'a pas ces mêmes annonceurs. Est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et vous adresser à ces annonceurs qui donnent des millions, des dizaines de millions pour le concours Miss officiel et pour Miss Handi, ils ne donnent rien? Écoutez, je lance un appel aux partenaires de Miss Côte d'Ivoire. Écoutez, nous avons des jeunes filles en situation de handicap qui sont Miss aussi et qui veulent être Miss. Je vais vous raconter quelque chose de Si ça dure 10 secondes, c'est génial. 10 secondes, comment je peux faire en 10 secondes? Écoutez, je vais leur demander de donner 20% de dons. De 20% de ce qu'on donne à Miss Côte d'Ivoire, à Miss Handicap Côte d'Ivoire. C'est largement suffisant pour vous. C'est largement suffisant. D'accord. Mais à vous, je vais vous raconter quelque chose de beau. Vous savez, la jeune fille, la Miss l'année dernière, la Miss 2019, c'est une malentendante. Donc sa mère appelle et sa mère fait un fabuleux témoignage. Elle dit, nous sommes à Yopougon et ma fille Dorcas, on l'appelait la fille Bobo. C'est comme ça, à Yopougon, on l'appelle. Et maintenant, madame, je peux vous dire que moi, on ne m'appelle plus la mère de la fille Bobo. On m'appelle la mère de Miss Dorcas. D'accord. Et ma fille, on l'appelle Miss Dorcas. Parfait. Donc, on a de belles choses à faire ensemble. Absolument. Nelly, elle a des chances ou pas? Nelly? Non, mais ça après... Non, la question était pour Daniel. Il faudrait regarder la caméra et lancer un appel aux annonceurs. Tout ça, ça fait partie de la chose. Lance l'appel. Donc, chers annonceurs de Miss Handicap, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes critères que celles qui participent au concours Miss Côte d'Ivoire, mais s'il vous plaît, voilà, je participe à Miss Handicap, donc vous pouvez vous associer à l'événement. D'accord. Mais c'est bizarre, elle n'a pas lancé le message aux votants, non? Elle est sûre qu'elle a remporté, donc moi, c'est juste les annonceurs. Bon, alors, on va passer à un autre sujet. Enfin, on a fini de parler de cette affaire. On va parler d'un autre sujet, on va parler de sport. C'est avec l'INSEE. C'est la mi-temps de l'INSEE. Tout à fait. D'accord, jingle. Alors, l'INSEE. On parle foot avec la CAN 2021. On va dresser un petit bilan des éléphants lors de leur dernière rencontre contre Madagascar. Au match aller 2-1 pour les éléphants, match retour, match nul 1-1. Du coup, les éléphants conservent la première place du groupe
cas. Le prochain match aura lieu au mois de mars 2021. Le 22 mars, la Côte d'Ivoire s'envolera contre Niamey, donc afin d'affronter le Niger. On va partir à l'international maintenant avec Lionel Messi. Dimanche soir, le Barça jouait contre Osasuna. Le Barça a gagné 4-0. Quatrième but marqué donc par Lionel Messi. Et pour célébrer ce but, Messi donc a retiré son maillot pour laisser apparaître celui de Maradona. Et ça a été un bel hommage puisque le joueur nous a quittés vendredi dernier. Sauf qu'en laissant apparaître le maillot donc de Maradona, comme on peut le voir sur la photo, eh bien Messi a reçu un carton jaune puisque c'est contraire au code disciplinaire. Il risque donc une amende de 2 millions de francs CFA. Mais apparemment, ça ne semble pas trop l'atteindre puisqu'il a posté la photo sur ses réseaux sociaux. Il était très fier. Hein. Okay. On va terminer maintenant en parlant de taekwondo. Oui. On a une date de définie pour l'Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée devait normalement se tenir au mois d'avril 2020. En raison de la crise sanitaire, elle a été reportée au mois de décembre, donc le 19 décembre 2020. Et l'Assemblée générale ordinaire, c'est une rencontre capitale pour la famille du taekwondo, puisque ce sera l'occasion de faire le bilan. Je rappelle que 2019, par exemple, rime avec 28 médailles rapportées, dont 10 en or, 5 en argent et 13 en bronze. La rencontre aura lieu au centre sportif ivoiro-coréen à Cocody. Alors pour revenir à l'actualité sur Messi, je pense qu'il souffre d'une double peine. D'abord, il est interdit d'afficher des positions militantes ou quoi que ce soit sur un terrain de foot. Mais de deux, il y a de la pub parce que c'est Yamaha. Et Yamaha n'est pas officiellement un sponsor de la Champions League. Et là-bas, le marketing, ça badine pas du tout. C'est de ça qu'on parlait. Hein. Les concours Miss, il faut des sponsors. Et apparemment, justement, l'arbitre a vraiment donné le carton jaune à contre-cœur. Oui, ça c'est clair. Parce que, voilà. Merci Lindsay pour cette mi-temps. On marque une pause, ce sera la toute dernière pause. On sera rejoint dans quelques instants par un jeune saxophoniste sur la scène de la télé d'ici. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. Merci à Danielle Adaï-Bikpo, directrice de La Libellule et non de Libellule, d'être passée par la télé d'ici. Agnès Crédit qui avait une petite annonce à faire. Oui, inviter donc tous les Ivoiriens et tous ceux qui veulent changer de regard à nous rejoindre donc, le jeudi 3 décembre prochain, donc à partir de 9h au Palais de la Culture, pour la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Et le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, nous a fait l'honneur d'annoncer sa présence et donc d'être avec nous pour affirmer l'engagement de l'État, du gouvernement, justement à prendre en compte les fragilités de ces enfants dans l'esprit d'une Côte d'Ivoire solidaire. Donc, Agnès Crédit, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci de nous affranchir de tous ces handicaps. Et merci pour votre soutien à vous. Merci à Nelly Aka d'être passé également par la télé d'ici. Merci à Raphaël Dogo, merci à l'INSEE. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves du collège, du groupe scolaire Saint-Cyr de Port-Bouët à Gonzagueville qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Avant que de fermer la marche avec la prestation de ce jeune saxophoniste, j'aimerais quand même vous faire lecture de ce beau petit passage de l'ouvrage d'Agnès Crédit. Le handicap n'est pas un frein, l'essentiel, bien vivre, faire avec ce que Dieu nous donne. Je suis fier de ce que je suis. Quand on se prénomme Joseph, qu'on est le mari de Marie et qu'on a Dieu avec soi, on est capable d'affronter le monde. Mon père ne pouvait comprendre que je veuille chanter alors que je ne pouvais pas danser. Dans l'entendement de papa, chanter et danser sont des verbes qui vont de pair. Je suis un handicapable, signé Jos Kezo, artiste, compositeur, chanteur. C'est la belle transition pour justement se tourner vers la scène live de la télé d'ici pour recevoir un jeune saxophoniste du nom de Sax Brahms qui a démarré d'ailleurs dans la paroisse de Biancouma. Il s'est finalement inscrit à l'INSAC. Aujourd'hui, il est professeur de musique. Il est influencé par de grands noms, donc du saxo, notamment Feu Manu Dibango. Je vous prie d'accueillir maintenant live sur la scène de la télé d'ici Sax Brahms. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
Sax Brahms accompagné de la T-Band. Merci de l'applaudir. Good job.